La première fois que je suis allé à l'université, on m'a rapidement inscrite à un cours de philosophie avec un professeur qui prenait un malin plaisir à provoquer mes camarades sur leurs croyances religieuses. Je détestais ça parce que j'avais 17 ans, presque 18, j'avais été élevé dans la foi chrétienne et j'avais fréquenté une école catholique. Je me suis lié d'amitié avec une autre fille d'environ 18 ans et un étudiant plus âgé de 29 ans. C'était mon premier semestre, c'était une bonne période. Lui, quelques autres camarades et moi, nous nous asseyions dans l'herbe après les cours pour faire nos devoirs et parler de toutes ces choses que les jeunes de 18 ans trouvent profondes. Je suppose que, avec le recul, j'aurais dû comprendre qu'il n'y avait aucune raison valable pour qu'un homme approchant la trentaine me trouve intéressante. Mais je me croyais énigmatique et passionnante. En d'autres termes, j'étais naïve. Environ la moitié du semestre s'était écoulée quand il nous a informé que c'était le week-end de son anniversaire et qu'il voulait que moi et l'autre fille de notre classe le célébrions avec lui. Je n'avais pas beaucoup fait la fête parce que les caves crasseuses de l'université ne m'attiraient pas. Je pensais que ce serait sympa de prendre un verre tranquillement avec notre trio religieux. Nous avons tous accepté de le retrouver à mi-chemin entre l'école et sa maison, puis de marcher ensemble jusqu'à chez lui. Environ 1 heure avant la fête, je l'ai appelé pour prendre des nouvelles. Il semblait de bonne humeur et content de voir que je venais toujours, mais quelque chose semblait bizarre. Sa voix était étrange et j'entendais d'autres voix masculines en arrière-plan. On aurait dit qu'il y avait beaucoup d'hommes chez lui. Je lui ai posé la question et il m'a répondu « Oh, juste quelques potes qui traînent », ce qui m'a vraiment dérangé puisque ce n'était pas censé être une fête à proprement parler, juste notre trio habituel qui passait du temps ensemble. À cet instant, j'ai décidé de ne pas y aller. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien et que je devais annuler. Puis j'ai envoyé un message à l'autre fille pour lui dire que je ne venais pas, qu'il y avait un groupe d'hommes chez lui et qu'elle devait faire attention. Je ne l'ai jamais revue après ça. Elle a abandonné ses études presque immédiatement, et le type plus âgé a disparu aussi. Vous avez sûrement deviné maintenant, mais ce gars et ses amis étaient clairement des prédateurs. Pas seulement des crétins ordinaires de fac, mais ils étaient responsables d'une série d'agressions sexuelles sur notre campus universitaire et aux alentours qui duraient depuis plus d'1 an. Ils avaient manipulé des étudiantes de première année, certaines n'ayant même pas 18 ans. Il avait passé 2 mois à gagner lentement notre confiance uniquement pour m'inviter dans une maison pleine d'hommes. Le côté positif est que presque tous ont été arrêtés après que des filles de notre campus ont parlé. Mon harceleur a été arrêté dans un autre département pour un mandat d'arrêt en cours. Mais ça me glace encore le sang de penser que j'étais littéralement à une décision naïve près de voir toute ma vie basculer dans l'horreur. Il y a plus de 4 ans, j'ai commencé à travailler dans un entrepôt dans la petite ville d'où je viens. J'ai décidé de partir quand ma santé a commencé à se détériorer physiquement et qu'on m'a diagnostiqué un trouble panique et une anxiété sévère après la situation que je vais vous raconter. Cela a changé ma façon de développer des amitiés après ce travail, c'est certain. J'ai commencé ce boulot le 1er avril 2018, ce qui me semblait étrange. Et je n'avais aucune attente particulière concernant ce poste. Tout ce que je voulais, c'était faire mon travail, être payé et rentrer chez moi, car j'avais 2 enfants à la maison et beaucoup de choses à faire là-bas. Le travail n'était pas difficile et rapportait assez bien compte tenu de toutes les tâches, donc je ne pouvais vraiment pas me plaindre. J'ai travaillé en équipe de soir pendant environ 5 mois, puis je suis passé à la journée. Pendant que je travaillais en soirée, je restais surtout dans mon coin jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un de l'une des lignes. Après avoir entamé une conversation sur les jeux vidéo, pour préserver l'anonymat, appelons-le JF. Eh bien, JF était un type plutôt sympa et nous avions beaucoup de choses en commun. Je suis rentré chez moi ce soir-là et il est apparu comme ami suggéré sur Facebook. Encore une étrangeté. J'ai donc décidé de l'ajouter. Quand je l'ai fait, nous avons commencé à parler davantage au travail jusqu'à ce qu'il suggère que nous sortions ensemble.
Nous nous sommes donc vus assez fréquemment. Nous étions amis depuis environ 1 mois à ce moment-là, et un jour, il a décidé de me présenter sa compagne. Elle semblait correcte au début, super gentille, ne paraissait pas être du genre à juger, donc j'étais à l'aise avec elle. À partir de ce moment-là, je sortais avec eux quand mes enfants passèrent du temps chez ma mère. Une fois, nous discutions dans un restaurant et il a commencé à se confier à moi. « Mec, elle est parfois terrible. L'autre jour, j'ai oublié de sortir la poubelle et elle m'a menacé de me poignarder si je ne le faisais pas. Je n'ai jamais été dans une relation où quelqu'un m'a réellement menacé. Mais elle a de bonnes intentions, tu sais. Quand il m'a dit ça, j'étais inquiet, mais bien sûr, nous n'étions amis que depuis environ 1 mois, alors j'ai pensé qu'il était peut-être juste un peu morbide, probablement en train de plaisanter, et j'ai un peu ri. Il m'a lancé un regard très sérieux et a dit « Je ne plaisante pas. » Elle l'a vraiment fait. Et ça m'a particulièrement inquiété. Avançons maintenant d'environ 8 mois. Ils sont toujours ensemble et nous sortons tous assez régulièrement, oubliant les choses qu'il m'avait dites auparavant. Un jour, nous discutions tous, et il semblait un peu bizarre ce jour-là. Alors je lui ai demandé ce qui n'allait pas devant elle. Il a affiché un sourire en coin et a dit « Rien, mec, je suis juste un peu fatigué. » Il n'avait pas les yeux fixés sur moi, mais sur elle. Quand je lui ai redemandé au travail le lendemain, il m'a répondu « Tu promets de garder ça entre nous ?» Bien sûr, j'ai accepté. Il m'a dit qu'il rompait avec elle et qu'elle avait un peu pété les plombs. Il a dit qu'elle avait pris son pistolet, l'avait pointé sur lui et avait dit « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. » Il a dit qu'il avait désamorcé la situation et cherché une issue. Ne sachant pas vraiment quoi dire, j'ai simplement répondu « Tu trouveras une solution, mec. Si tu as besoin d'un endroit où aller, tu peux venir chez moi jusqu'à ce que tu la fasses sortir. » Il a finalement décidé de la quitter. Quand il l'a fait, elle a encore pété les plombs. Cette fois, il le lui a annoncé par SMS. Elle a dit qu'elle allait le retrouver et le tuer. Il était en fait absent du travail ce jour-là, ayant posé un jour de congé. Il m'a envoyé un message disant « Hé, préviens-moi si elle vient au travail me chercher, d'accord ?» Et ça m'a semblé bizarre parce que je n'avais aucune idée de la situation qui se déroulait. Elle est effectivement venue à notre travail, et elle m'a demandé où il était, et j'ai dit que je n'en avais aucune idée. Je pensais qu'il était avec vous, que vous étiez parti quelque part. Tout ce qu'elle a fait, c'est remonter sa vitre et partir. Je l'ai appelée et lui ai dit qu'elle était passée, et il a appelé la police à ce sujet. Il l'avait Khalaché retrouvé un peu plus loin sur la route avec une arme chargée dans la voiture. 2 mois plus tard, il a décidé de lui reparler, et quand il l'a fait, il avait quelque chose à me dire. Quand il m'a appelé, il m'a demandé si je l'avais vu dans les parages, et j'ai dit que non. Il a dit « Je prendrais quelques jours de congé si j'étais toi. » Abasourdi, je lui ai demandé pourquoi, et il m'a dit « Parce qu'elle est sortie de prison, et ses cousins sont en ville pour trouver les personnes contre qui elle a des vendettas personnels. Tu en fais partie ?» À ce moment-là, j'étais terrifié. J'ai pris mes enfants et je suis parti de la ville. J'ai pris 2 semaines de congé. Pour découvrir que le lendemain, elle et ses cousins sont allés dans la ville voisine et ont tiré sur 3 personnes dans un appartement et les ont tuées. J'ai appris la nouvelle le lendemain. La raison pour laquelle ils savaient qu'ils venaient après moi, c'est qu'ils avaient créé un groupe Messenger sur Facebook dans lequel il était inclus et avaient envoyé une liste de noms. Tout le monde l'avait considéré comme du spam et avait décidé d'ignorer le message, mais lui savait de quoi il s'agissait. 3 des noms sur cette liste étaient ceux des personnes sur lesquelles ils ont tiré. Le 4e nom sur cette liste était le mien. Après qu'ils ont trouvé les preuves et qu'il a décidé de rendre public le groupe et les captures d'écran qu'il avait, ils ont tous été inculpés de meurtre au 1er degré. À partir de ce moment-là, j'ai été très prudent quant aux personnes pour lesquelles je me mouillais, car même s'il connaissait le contexte de cette liste et ses intentions, il a décidé de n'informer personne d'autre de ce qui se passait. En tant que jeune femme dans un secteur presque exclusivement dominé par les hommes,
j'ai de nombreuses histoires de harceleurs que j'ai rencontrées au fil des années. Cette histoire particulière concernant ce type est probablement la pire à ce jour. À l'époque, je travaillais pour une usine de traitement de tuyaux en acier comme réceptionnaire. Des camions avec des tuyaux de 12 mètres de long arrivaient, et mon travail consistait à les décharger avec un énorme chariot élévateur. Mais d'abord, je devais récupérer la LDT auprès du chauffeur. LDT signifie lettre de transport. C'est un document d'expédition qui contient des informations sur ce qui se trouve sur le chargement, où il va, d'où il vient, etc. Donc, je récupérais la LDT auprès du camionneur, je comparais le document avec la cargaison, et je le signais si tout était en ordre. Je voyais beaucoup des mêmes chauffeurs régulièrement. Je recevais souvent des commentaires blagueurs sur le fait que j'avais l'air trop jeune pour conduire une machine de cette taille. Quelques-uns d'entre eux m'ont invité à sortir, mais je suis marié, et la plupart des gars respectaient cela. Alors quand j'ai rencontré un nouveau chauffeur d'une des sociétés de transport, ça ne m'a pas vraiment surprise quand l'une des toutes premières choses, sinon la première, qu'il m'a dite était « Quel âge as-tu » ?« 23 ans », ai-je répondu avec un petit rire forcé. « Tu es marié ?»« Je suis fiancé, donc pratiquement », ai-je répondu, commençant à me sentir raisonnablement mal à l'aise avec ce type. Ne voulant pas faire la conversation ou répondre à d'autres questions de plus en plus personnelles de la part de ce gars que je venais de rencontrer, je lui ai demandé la LDT. « Tout ce que tu veux, ma belle ?» a-t-il dit. « Pardon, comment m'as-tu appelé ?»« C'est vraiment sexy de voir une fille comme toi conduire un gros camion, » a-t-il dit. Je suis un peu impulsive et j'ai besoin de me défendre dans des situations comme celle-ci, sinon je risque de devenir un paillasson pour ce genre d'attention. Il m'a tendu les papiers avec ce sourire pervers caractéristique, comme s'il prenait son pied du fait que j'étais à portée de main. « Écoute, papy, » ai-je dit en lui arrachant les papiers des mains, « je ne viens pas au travail pour qu'on me parle comme ça. Je suis là pour un salaire, pas pour un rendez-vous. »« Quoi ? C'était juste un compliment. Ne sois pas comme ça, ma belle. Ne m'appelle pas et ne me dis rien que tu ne dirais pas à n'importe lequel de mes collègues masculins. J'ai un nom, et ce n'est pas malin de parler à quelqu'un comme ça avant de savoir quel il est. Je parie que c'est... » a-t-il commencé, mais je l'ai coupé. J'ai signé sa LDT, j'ai laissé tomber sa copie dans la boue, et je suis allé voir l'autre chauffeur qui attendait dans la file. J'ai pris ses papiers et j'ai fait attendre le harceleur environ 30 minutes, déchargeant 2 autres camions avant de m'occuper du sien. Nous avons une règle de sécurité selon laquelle le chauffeur doit être à l'intérieur du camion pendant qu'il était déchargé. Alors j'ai profité de cette occasion pour être un peu mesquine. J'ai appuyé sur le klaxon de mon camion et lui ai crié avec colère « Monte dans ton camion !» Après l'avoir déchargé, je suis allé voir mon superviseur et lui ai raconté ce qui s'était passé. Pas d'une plainte formelle, mais pour le mettre au courant de tout ce qui s'était passé et lui faire savoir que le chauffeur pourrait finir par se plaindre à ses supérieurs du temps que j'avais mis à m'occuper de lui. Mon superviseur a pris mon parti. Il sait que si j'ai perdu mon sang-froid avec quelqu'un, c'est probablement qu'il le méritait. Il était au courant de quelques autres incidents antérieurs, donc il m'a soutenu. Il m'a dit de signaler tout ce que le gars ferait d'inapproprié, et m'a dit qu'il serait prêt à envoyer quelqu'un d'autre s'occuper de ce chauffeur en particulier si et quand il apporterait un autre chargement. Plus tard dans la journée, il a fait un commentaire amusant sur à quel point j'avais l'air sexy dans mon uniforme, une salopette trop grande, un sweat taché de graisse, des bottes et un casque de chantier. Je ne portais pas de maquillage ni de parfum au travail, je ressemblais à l'un des gars, et on m'a même confondu avec eux à quelques occasions. Donc, le harceleur devait penser « Oh mon Dieu, une fille, je dois dire quelque chose de déplacé ». Quoi qu'il en soit, je pensais avoir été assez clair avec le harceleur et qu'il n'allait plus m'embêter. Néanmoins, je n'étais pas ravi à l'idée de devoir me rendre à sa cabine pour récupérer ses papiers à nouveau. Le lendemain, devinez qui arrive avec un nouveau. Mon chauffeur préféré est là. Quelqu'un peut-il récupérer ses papiers ?
Quelques minutes passent, et l'un des collègues avec qui je m'entends bien arrive dans son petit tracteur pour s'approcher du chauffeur pour sa LDT. J'attends sur le côté et profite de l'occasion pour fumer une cigarette à côté de ma machine pendant que j'attends que mon collègue revienne avec les papiers. Il revient et, bien sûr, veut savoir ce qui s'est passé la veille. Je suppose que le chauffeur a demandé pourquoi je n'étais pas là pour récupérer la LDT. Mon collègue lui a dit que j'étais occupé, alors que j'étais en train de fumer bien en vue, sans me presser de le décharger. Je racontais à mon collègue ce qui s'était passé quand soudain il m'a interrompu. Ne regarde pas, mais je crois qu'il prend des photos de toi. » Bien sûr, j'ai tourné la tête d'un coup, et effectivement, ce type tenait son téléphone, le pointait vers moi, prenant des photos, je suppose. Je me suis précipité dans ma machine et j'ai appelé mon superviseur par radio et dit « Mon chauffeur préféré prend des photos de moi maintenant. » Bien reçu. J'appelle la sécurité. Ne le décharge pas. Étant donné la nature de ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, il y a des directives de sécurité strictes à cet endroit. Une fois par mois, nous avions des chiens renifleurs de bombes qui inspectèrent les lieux, c'était donc une affaire sérieuse. Donc, même s'ils ne prenaient pas de photos de moi, ils n'avaient aucune raison de prendre des photos sur la propriété. La sécurité est arrivée, et j'ai regardé pendant que le chauffeur remettait son téléphone. Mon collègue était là avec lui et m'a dit plus tard que le gars avait dit qu'il essayait juste son nouveau téléphone. Mais peu importe. Ils n'ont pas trouvé de photos de moi ou de la propriété sur son téléphone, bien qu'il ait eu quelques minutes pour les supprimer. Quoi qu'il en soit, il a été interdit d'accès à la propriété, et mon superviseur a signalé ce qui s'était passé la veille à l'employeur du chauffeur. Je ne l'ai jamais revu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, un autre chauffeur de la même entreprise, un type sympa avec qui j'avais de bons rapports, m'a informé sur mon chauffeur préféré. « Ton pote s'est fait virer, hein ? Oh, c'est dommage, il va me manquer. » Ouais, il était sur la sellette parce que les fils du bureau avaient des vibrations bizarres de sa part. Il traînait toujours dans le bureau beaucoup plus que nécessaire. Rien pour le licencier, cependant. Mais sa vérification de police est arrivée. Il s'avère qu'il a une agression sexuelle dans son casier. Oh, c'est charmant. En avril 2016, mon ami Thomas et moi étions en route pour une fête d'anniversaire dans notre ville natale de Lyon. C'était le 23e anniversaire d'une amie commune, et pour célébrer l'occasion, ses parents lui avaient permis d'organiser une fête dans leur maison à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Je me souviens avoir été incroyablement excité pour cette soirée, et une partie de la raison pour laquelle nous étions si enthousiastes était que Saint-Cyr abrite des demeures vraiment magnifiques, et par conséquent des endroits incroyables pour organiser une fête. Le seul problème était qu'aucun de nous ne connaissait bien le quartier. J'étais au volant, tandis que Thomas était sur le siège passager. Il avait son téléphone à la main, essayant de déterminer exactement où nous devions aller tout en étant le DJ de voiture pour nos morceaux de pré-soirée. Et ainsi, s'il était doué pour choisir des tubes qui nous mettaient dans l'ambiance, il n'était pas le meilleur navigateur que j'aurais pu demander. Saint-Cyr est divisé en 4 sections distinctes, et entre elles se trouve le golfe de Saint-Cyr. Nous avons fini par trouver la bonne section, mais le vrai problème est venu lorsque nous avons dû trouver la bonne rue. Un message d'un ami disait que nous cherchions un certain numéro sur Chemin des Vignes. Donc, nous cherchions quelque chose comme Chemin des Vignes ou Avenue des Vignes. Mais ensuite, après avoir tourné sur Chemin des Vignes du Lac, que nous pensions être celui que nous voulions, nous nous sommes soudainement retrouvés face à Chemin des Vignes Grandes, Chemin des Vignes Hautes et Chemin des Vignes Basses, 4 rues différentes, toutes nommées des vignes, ce qui signifiait que nous n'avions aucune idée de quelle rue accueillait la fête. J'ai demandé à Thomas d'appeler un de nos amis, juste pour confirmer l'adresse, mais quand nous avons finalement réussi à joindre quelqu'un, la musique était trop forte pour que nous puissions obtenir une réponse cohérente. Elle a dit qu'elle vérifierait auprès de notre ami pour obtenir la bonne adresse et nous rappellerait, mais elle ne l'a pas fait.
et nous avons fini par monter et descendre les vignes en essayant de déterminer si c'était le numéro qu'il nous avait donné sur chemin des vignes grandes ou le même numéro sur un autre chemin des vignes. Nous avons essayé de chercher des indices, des choses comme des voitures alignées devant la maison, des groupes de personnes discutant sur le porche, ou peut-être le genre de battement sourd de basse au loin. Les choses auraient été plus faciles si la fête était réellement à l'intérieur, mais une partie de l'accord pour utiliser la maison de ses parents était que la fête soit centrée dans le jardin et autour de la piscine. De cette façon, la maison ne serait pas saccagée, mais cela signifiait aussi que ces deux maisons numérotées semblaient presque identiques. Elles étaient toutes deux sombres à l'extérieur, aucune n'avait de signes évidents d'activité, et les deux maisons avaient un tas de voitures alignées à l'extérieur. Et donc, finalement, nous avons décidé de nous engager dans l'allée d'une des maisons des vignes, parce que nous nous sommes dit que le pire qui pourrait arriver était qu'un propriétaire très confus nous dise que c'était l'autre. J'ai donc remonté l'allée en voiture, arrêté la voiture, et Thomas et moi sommes restés assis là en silence pendant un moment. Je me souviens du silence, le silence total, complet dans cette allée, et comment j'ai eu un très fort pressentiment que nous n'étions pas à la bonne adresse. La maison était sombre et les rideaux semblaient tirés, mais soudain, un mouvement près des rideaux a attiré notre attention. Nous savions que quelqu'un était à la maison, mais si c'était là où se tenait la fête, je doutais qu'il se cache dans une pièce à l'avant, jetant des coups d'œil aux voitures dans l'allée. J'ai dit à Thomas que je ne pensais pas que c'était l'endroit, mais il a insisté pour frapper à la porte, juste pour être sûr. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr que ce soit une bonne idée. Puis, la dernière chose qu'il m'a dite était « Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ?» avant que mon pare-brise ne vole sur nous tandis que des coups de feu retentissaient, et je me souviens avoir vu des éclairs provenant de l'obscurité d'une fenêtre à l'étage. Je me souviens que mon cœur battait dans ma poitrine, tandis que mon esprit réalisait ce qui se passait. Puis, l'instant d'après, je me suis baissé, courbé en deux et haletant alors que la dure réalité m'a frappé. On nous tirait dessus. Le temps semblait ralentir. Je pouvais sentir chaque balle s'écraser contre la voiture et je me sentais paralysé de terreur. Puis soudain, c'est comme si j'avais entendu cette voix dans ma tête qui criait « Mets la voiture en marche arrière, ou vous êtes tous les deux morts ». Alors que la panique brute se transformait en besoin d'action, je me souviens avoir tâtonné avec ce levier de vitesse avant de rapidement mettre la voiture en marche arrière. Les pneus ont légèrement tourné alors que j'écrasais mon pied sur la pédale, faisant crisser les pneus avant un brusque recul. J'ai entendu Thomas crier quelque chose, mais je n'ai pas pu comprendre quoi. J'étais trop occupé à regarder dans le rétroviseur pour voir si quelqu'un était derrière nous. Puis nous avons mis la voiture en marche avant et filé dans la nuit, l'air s'engouffrant dans la voiture là où le pare-brise avait disparu. Je me souviens de ce mélange de soulagement et de peur qui m'a submergé alors que nous nous éloignions de ce danger. Mais j'étais encore tendu à cause de toute l'adrénaline, et j'étais à moitié en train de crier quelque chose comme « Oh mon Dieu, on s'en est sorti ?» quand j'ai remarqué qu'il avait été touché. J'ai poussé le moteur de la voiture à ses limites absolues, roulant comme un fou alors que le monde à l'extérieur devenait un flou de réverbères et d'ombres. Je me souviens avoir regardé Thomas et vu à quel point il avait l'air pâle, combien il semblait souffrir. Puis la peur de le perdre s'est abattue sur moi comme une vague. Je n'arrêtais pas de lui crier de tenir bon, que nous nous dirigions vers un hôpital et que nous y serions dans quelques minutes tout au plus, parce que tout ce que j'avais à faire était de garder mon pied appuyé, de rester sur la voie rapide et de prendre la bretelle de sortie dès que nous verrions l'hôpital Édouard Herriot. Je n'avais aucune idée du nombre de fois où Thomas avait été touché, et je me suis dit que j'avais peut-être été touché aussi, mais je ne pouvais rien y faire parce que je devais garder les yeux sur la route pendant que je slalomais à travers la circulation. Et c'était probablement la pire partie de toute cette histoire pour moi personnellement. La pensée que si je perdais connaissance au volant à ces vitesses, nous serions probablement tous les deux morts. Je pensais sentir du sang dans mon ventre et mes jambes, parce que c'était très chaud et humide là-bas. Mais comme je l'ai dit, je ne pouvais pas regarder
ou ce serait la fin pour nous deux. Je me souviens avoir failli percuter une autre voiture en zigzagant sur la bretelle de sortie, puis avoir failli percuter une seconde fois en dérapant dans le parking de l'hôpital. Je me suis arrêté presque juste devant les portes. J'ai sauté du côté conducteur et j'ai couru du côté de Thomas tout en appelant à l'aide. J'ai ouvert sa portière, un peu plein d'espoir en raison de la rapidité avec laquelle nous étions arrivés, mais quand j'ai vu le visage de Thomas, j'ai paniqué. Il était blanc comme un linge, luttant pour respirer, et il y avait du sang partout. Ses yeux semblaient presque vitreux, comme s'il n'était qu'à quelques minutes de la mort. Je n'arrêtais pas de lui crier de rester avec moi, secouant son épaule tout en lui disant que l'aide était en route. Puis, l'instant d'après, il y a un groupe de médecins urgentistes qui se précipitent pour sortir Thomas de la voiture et l'emmener à l'hôpital. Alors qu'ils emmenaient Thomas sur un brancard, j'ai mentionné que je pensais avoir été touché. Souvenez-vous, je vous ai parlé de cette sensation très chaude et humide dans mon pantalon. Eh bien, ce n'était pas du sang, c'était de l'urine. Et pendant qu'on nous tirait dessus, j'ai littéralement fait pipi dans mon pantalon. J'ai lutté contre la honte de cela pendant un certain temps, avant de simplement qui avait servi en Afghanistan, qui m'a dit que certains de ses camarades de section avaient toujours très envie de faire pipi à chaque fois qu'ils se retrouvaient dans une fusillade. Ils étaient en tête allongés quelque part, comme sur le ventre, tirant sur les méchants, et ce militaire se tournait sur le côté, sortait son engin et commençait à pisser là où il était allongé. Le pisseur disait qu'il préférait montrer son jouet de 7 cm au reste de la section plutôt que de tremper son sous-vêtement, et le militaire m'a dit qu'aucun d'entre eux ne le considérait comme un lâche. J'ai rencontré ce gars dans une séance de thérapie de groupe peut-être 6 mois ou plus après cette nuit-là, et quand j'ai mentionné le fait de m'être pissé dessus, il a juste ri. J'étais un peu offensé au début, et il a dit qu'il riait juste à l'idée que je me considérais comme un lâche. Il avait déjà entendu mon histoire, et il me considérait comme l'un des types les plus courageux qu'il ait jamais rencontrés. Il m'a dit que j'avais fait exactement ce qu'il fallait à la lettre en termes de passage en mode action et de course vers cet hôpital. Le simple fait de pouvoir sortir d'une allée sous le feu était impressionnant pour lui, mais ne pas s'écraser en route vers l'hôpital était ce qui lui faisait penser que je ferais un excellent militaire si je voulais jamais prendre cette voie dans la vie. Et j'ai réussi à garder mon calme et je lui ai simplement dit « Merci mec, ça compte beaucoup ». Mais quand je suis retourné à ma voiture, j'ai pleuré comme un bébé. Et je veux dire pleurer de manière laide aussi. Pas une seule larme coule, coulant sur ma joue comme dans une situation de héros de film d'action. Ça ne comptait pas juste beaucoup. Ça signifiait le monde entier pour moi. Et pour la première fois depuis que j'étais assis dans cette salle d'attente d'hôpital, je ne me sentais pas comme un déchet total. Je vais maintenant transcréer la 5e histoire. Aujourd'hui, alors que je sortais prendre un café, j'ai décidé d'essayer un nouveau café qui venait d'ouvrir. En approchant de la porte, j'ai été surpris et heureux de voir une ex-petite amie de mon enfance. Nous nous sommes regardés pendant une seconde, puis je l'ai vue murmurer quelque chose avant de venir vers moi. Je me suis avancé pour lui faire la bise, et après nous être salués, elle m'a simplement demandé « Tu te souviens de ce que tu m'as fait ?» J'étais déconcerté. Nous étions sortis ensemble il y a de nombreuses années et n'avions jamais eu le moindre problème. Pas de dispute majeure, pas d'abus, pas de toxicité. En fait, elle m'avait quitté parce que je ne voulais pas m'engager, mais nous étions restés en bons termes pendant un moment après, continuant à traîner ensemble jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi à l'étranger et parte. Au début, j'étais mort de peur et j'ai immédiatement senti quelque chose de très étrange. Je lui ai demandé d'être plus précise, mais elle n'était pas très communicative. Après une brève conversation, elle m'a dit qu'elle faisait référence au moment où mon ami et moi avions purifié sa maison. À l'époque, nous étions des gamins stupides, un peu gothiques, qui étions vraiment passionnés par les choses étranges et surnaturelles. Après qu'elle se soit plainte que sa maison avait une ambiance bizarre,
un ami de notre groupe a proposé d'effectuer un rituel de purification, ce qu'il a fait alors que nous étions à moitié ivres. Selon elle, quand elle a parlé de cela des années plus tard avec d'autres personnes, les choses ont commencé à mal tourner. Elle a commencé à sentir une présence dans la maison, à ressentir des chutes de température et toutes ces choses effrayantes. Elle était vague, mais apparemment, elle croit qu'une sorte de fantôme hante maintenant sa maison, quelque chose qui a été libéré après le rituel et a commencé à se manifester après qu'elle en ait parlé à ses amis. Rien ne s'était produit durant les années mais est rapidement revenu ici pour échapper à un fiancé violent. À ce moment-là, j'étais vraiment nerveux et j'ai inventé une excuse pour partir. Elle m'a serré dans ses bras, m'a dit qu'il n'y avait maintenant que le Christ dans son cœur et a suggéré que nous devrions vraiment prendre un café. Cela m'a donné une impression vraiment bizarre, comme quelque chose d'une secte. Je me suis pratiquement enfui, terrifié. Gardez à l'esprit que nous nous étions séparés en très bons termes. Elle s'occupait de mon chien pendant que j'étais en Angleterre. En tant que masseuse, elle s'est occupée de mon dos douloureux pendant des mois. Elle m'a même présenté son nouveau petit ami, et nous sommes sortis dîner quelquefois en groupe. Il n'y a aucune façon dont elle aurait pu me garder rancune. En fait, une fois qu'elle était à l'étranger, elle m'a même proposé de m'aider à trouver un emploi dans la ville où elle vivait. Ce n'était pas une blague pour se venger de moi. Plus que cela, ses yeux, elle était autrefois la lumière de la pièce, toujours en train de rire et de faire des blagues. Mais la personne que j'ai vue aujourd'hui était triste, avec des yeux très fixes, ne souriant pas ou quoi que ce soit, comme une personne complètement différente. Mon plus ancien souvenir d'un cauchemar s'est avéré être un événement réel. Ce titre ressemble à une histoire de nuit d'horreur. Et c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai découvert cela il y a environ 2 mois. J'ai été occupé à gérer les conséquences d'une tragédie familiale depuis. Mais maintenant que les choses reviennent à la nouvelle normalité, j'ai pensé que c'était un bon moment pour partager cela. Je m'excuse d'avance pour tout problème de formatage ici. Maintenant, je vais d'abord décrire le cauchemar. C'est un rêve très court. Comme je l'ai dit, c'est un souvenir très clair juste à cause de son caractère effrayant. J'avais environ 4 ou 5 ans, peut-être 6 ans au maximum, et mon frère jumeau et moi avions un lit superposé dans une chambre à l'extrémité de la maison où nous avons grandi. Dans le cauchemar, j'étais dans mon lit regardant par la fenêtre pour voir un ciel rouge, le genre qu'il devient aux premières heures de l'aube avant le lever du soleil, mais la lumière colore encore le ciel. La chose suivante, et la seule autre chose dont je me souviens dans ce cauchemar, est qu'un homme avec des yeux fous, de couleur bleue et une tête chauve, apparaît à la fenêtre et me fixe du regard. Le cauchemar se termine là, mais je me souviens à quel point j'ai crié, et crié à ce sujet. Je ne sais pas où était mon frère, à ce moment-là, quand je me suis réveillé en criant, et la seule chose dont je peux me souvenir de quand je me suis réveillé, était que ma mère est venue me chercher et m'a calmé alors qu'elle m'emmenait dans sa chambre au bout du couloir. Je me souviens si bien de cet événement parce que je me demandais où était mon père à ce moment-là. Mon père est dans un hôpital en Colombie, le pays où il vit. Mon frère jumeau, notre sœur aînée et moi séjournons dans un hôtel à environ 5 minutes à pied de l'hôpital où il est en soins intensifs. Un soir, après une longue journée à être là pour papa et la famille élargie, mes frères et sœurs et moi retournons à l'hôtel, nous nous asseyons ensemble pour prendre quelques bières et essayons de nous détendre après tout cela. Nous commençons à discuter, juste pour nous détendre, et d'une manière ou d'une autre, le sujet des cauchemars et des rêves surgit. J'évoque l'histoire ci-dessus, et sans hésiter, ma sœur explique que c'est vraiment arrivé, qu'un type a vraiment regardé par ma fenêtre, et elle se souvient de toute l'affaire. Ma sœur, qui avait 5 ans de plus que mon frère et moi, ce qui ferait d'elle 9 ou 10 ans à l'époque, avait une chambre adjacente à la chambre que mon frère et moi partagions. Sa chambre faisait face à notre pelouse, avant et à la rue, tandis que notre chambre faisait face à la maison du voisin dans leur allée, avec une clôture très basse entre les deux maisons.
bien qu'elle ne soit pas entrée dans trop de détails sur les jours précédant cet événement cauchemardesque, elle a dit qu'elle avait été suivie par un homme chauve dans un camion, alors qu'elle rentrait à vélo avec quelques amis à plusieurs reprises avant le jour immédiatement avant ce cauchemar. Ce n'était pas différent, mais cette fois, l'homme est passé juste devant la maison. À l'époque, elle était une enfant à clé, car mon frère et moi devions fréquenter une école spéciale à environ 45 minutes de notre ville natale pour un trouble de la parole que beaucoup de jumeaux ont, et ma mère devait venir nous chercher plutôt que d'être à la maison pour ma sœur après l'école. Cependant, elle n'était jamais seule à la maison pendant plus d'1 heure cet après-midi, et la soirée était assez normale comme elle s'en souvient. Mon père est rentré de son travail, il travaillait à temps partiel comme policier et dans une quincaillerie locale. Et nous avons tous dîné, fait nos devoirs, joué et fait les choses habituelles en famille avant d'aller au lit cette nuit-là vers minuit ou 1 heure du matin. Cet homme chauve s'est garé dans la rue dans un petit parc industriel, est monté jusqu'à notre maison et a essayé d'entrer par la fenêtre de ma sœur, ce qui l'a réveillée. Elle a crié quand elle a vu l'homme ouvrir presque la fenêtre car elle n'était pas verrouillée. Mon père est entré en trombe et a essayé de repousser le gars ou de le frapper avec sa matraque. Et ma sœur ne se souvient pas exactement ce qui a provoqué la fuite de l'homme, mais il ne s'est éloigné que pour un court moment avant de revenir pour essayer d'entrer par la fenêtre de ma chambre. Il a essayé d'ouvrir la fenêtre, mais elle était verrouillée parce que ma mère ne voulait pas que mon frère et moi l'ouvrions, car notre lit était juste contre elle. Ma sœur a dit que j'ai crié aussi fort que je pouvais, et ma mère est venue chercher mon frère et moi pendant que mon père sortait en courant par la porte d'entrée pour poursuivre le gars, mais en vain, car l'homme s'est enfui par notre jardin. Notre jardin était situé contre une petite gare de triage. Une partie du parc industriel mentionné précédemment, entre notre petit quartier et cette gare de triage, était une dense parcelle d'arbres qui rendait toujours les arrière-cours très sombres. Alors mon père ne voulait pas risquer d'être attaqué là-bas, et est plutôt rentré à l'intérieur et a appelé la police, puis a appelé notre voisin âgé pour s'assurer qu'ils allaient bien pendant que notre mère s'occupait de nous, les enfants. C'est tout ce dont ma sœur pouvait se souvenir de cette nuit-là. Cela s'est passé il y a très longtemps, et aucun de nous ne peut se rappeler quoi que ce soit d'autre après cela. Et l'histoire s'arrête en quelque sorte là. Malheureusement, mon père est décédé à l'hôpital. Nous ne pouvons donc pas lui demander. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, aucun de nous n'avait pensé à demander à notre mère encore. Mais peut-être je me suis réveillé au bruit inquiétant de coups forts et des aboiements frénétiques de mon chien. Vivant seul avec ma petite amie, nous nous étions habitués aux disputes domestiques de notre voisin, et je dois souvent appeler la police. Je me suis traîné vers la salle de bain, car les murs y sont minces et séparent notre kies, notre duplex du leur. En m'approchant de la porte de la salle de bain, toute la maison était sombre, et une grande ombre se trouvait dans ma salle de bain arrière. Je ne portais pas mes lunettes, et je suis une personne incroyablement myope, alors j'ai eu du mal à discerner si l'ombre n'était que l'ombre du rideau ou ce que c'était. Puis l'ombre a parlé. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais la panique déchirante que j'ai ressentie est encore fraîche dans mon esprit. J'ai crié et me suis enfui dans la chambre, claquant la porte derrière moi. Ma petite amie, maintenant réveillée et terrifiée, m'a rejoint alors que je composais le numéro de la police. Ils m'ont demandé de verrouiller la porte, mais ma chambre n'en a pas. Avec les coups de plus en plus forts et agressifs, je me suis arc-bouté contre la porte, priant pour que l'aide arrive à temps. À mon grand soulagement, la police est arrivée rapidement en seulement 5 minutes, et quand je suis finalement sorti de la salle de bain, j'ai découvert qu'il l'avait traîné nu de la baignoire, parce qu'il avait essayé de prendre une douche. Il l'interrogeait sur mon canapé alors qu'il était menotté, et il était incroyablement ivre, et s'était introduit dans la mauvaise maison. La seule nuit où nous avions oublié de verrouiller les portes. Il y a un chien errant près de mon campus universitaire que je vois tous les jours. C'est l'un des chiens plus âgés, donc il dort toujours et est très calme en général.
Je vis très près de l'université, et mon ami et moi allons généralement nous promener tard le soir après le dîner. Ce soir n'était pas différent, et nous marchions dans le même circuit. C'est une zone résidentielle, donc nous ne nous sommes jamais sentis en danger puisqu'il y avait toujours des étudiants ou d'autres familles dans la rue qui se promenaient. Nous en étions à notre 3e tour, et ce chien était assis à son endroit habituel pendant que nous passions devant lui. Je m'extasiais sur sa mignonnerie et j'étais clairement distraite. Soudain, mon ami a dit qu'il y avait une voiture bizarre derrière nous. Je me suis retourné pour voir qu'il y avait, en effet, une voiture roulant à une vitesse vraiment lente. La voiture a pivoté vers nous, ce qui m'a fait penser que peut-être elle voulait se garer là où nous marchions et pourrait simplement être une famille au hasard. Alors que j'étais sur le point de transmettre ces suppositions à mon ami, nous avons entendu un chien aboyer et nous sommes retournés pour le voir poursuivre cette voiture. Mon ami et moi avons tous deux peur des chiens. Alors elle s'est mise derrière moi, espérant que je la sauverais. Mais juste quand je me suis retourné, c'était le même chien errant et j'ai su tout de suite qu'il ne nous ferait pas de mal. La voiture a soudainement dépassé à toute vitesse et le chien ne nous a pas poursuivis ni rien. Il s'est juste en quelque sorte tenu en garde. Quand nous nous sommes remis du choc, nous avons tous deux eu la même réalisation que le chien aurait pu simplement nous sauver. Nous ne savons toujours pas si cette voiture avait de mauvaises intentions, mais la façon dont elle a accéléré juste quand le chien a commencé à aboyer, le timing de tout cela était juste trop bizarre. De plus, elle roulait si lentement que nous ne l'avons même pas remarqué jusqu'à ce qu'elle soit trop proche. Inutile de dire que ce chien recevra quelques caresses supplémentaires de ma part, le sentier local que je visite souvent, quand environ 30 secondes plus tard, un homme plus âgé s'est garé à côté de moi. Il a commencé à se pencher comme pour demander des directions, et j'ai baissé ma vitre. Il n'arrêtait pas d'essayer de regarder dans ma voiture, sentant quelque chose d'étrange mais le rejetant initialement. J'ai demandé s'il avait besoin de quelque chose. Il a mentionné qu'il était là pour une promenade et a continué à jeter un coup d'œil à l'intérieur de ma voiture. Il m'a ensuite demandé si je voulais de la compagnie pour ma promenade. Je vais habituellement me promener pour être seul avec mes pensées, donc je n'étais pas intéressé, surtout compte tenu de son comportement étrange. J'ai poliment refusé et suis sorti de ma voiture. Malgré cela, il m'a suivi et a envahi mon espace personnel, me mettant mal à l'aise avec son regard intense et sa proximité. Bien que je sois un homme grand et que je ne me sentais pas physiquement menacé, son comportement était très déconcertant. Après avoir marché ensemble brièvement, je me suis excusé, disant que je devais utiliser les toilettes, et j'ai commencé à marcher plus vite pour créer de la distance. Quand il a essayé de suivre le rythme, je lui ai dit que je le rattraperais plus tard, et j'ai rapidement quitté la zone, mal à l'aise. Je me sens un peu coupable en pensant qu'il pourrait juste être un vieil homme solitaire, mais je crois que j'ai fait ce qu'il fallait. Normalement, je ne suis pas mal à l'aise avec les autres, mais quelque chose dans cette interaction semblait juste bizarre. Ma mère et moi avons beaucoup déménagé quand j'étais enfant. Je suis né dans le nord de la France, j'ai vécu en Suisse pendant un moment, puis après le divorce de mes parents, ma mère et moi avons déménagé à Marseille pour vivre avec son petit ami avant de finalement monter à Rennes pour vivre avec mon oncle maternel quand j'avais 12 ans. Nous y sommes restés jusqu'à mes 18 ans, et à part 1 ou 2 inconvénients, il y avait beaucoup d'avantages à grandir à Rennes. Mais quand j'y ai emménagé, je dirais que pendant l'année environ, je l'ai détesté, et c'était principalement à cause d'un homme. Quelques jours après notre déménagement, je faisais du vélo dans la rue quand j'ai vu ce gamin de mon âge qui montait la rue. Il avait un sac en plastique à la main et il semblait plein, mais quoi qu'il y ait dedans, ça bougeait. Quand je suis arrivé à son niveau, j'ai arrêté mon vélo et j'ai demandé ce qu'il avait dans le sac. Il a souri, s'est approché de moi, puis a ouvert le sac pour me montrer un tas de poissons qu'il avait pêchés cet après-midi-là. J'avais toujours vécu en ville, mais à Rennes, nous étions à la périphérie de la ville où c'était beaucoup plus vert que les autres endroits où j'avais vécu.
Je n'avais jamais été beaucoup autour de la pêche ou de la chasse. Alors j'ai trouvé fou que ce gamin monte simplement la rue avec un sac de poissons qu'il venait de sortir d'un étang. Mais pour lui, c'était la chose la plus normale au monde. Ce qui m'a encore plus soufflé, c'est quand j'ai demandé ce qu'il allait en faire, et il a répondu « probablement les manger ». Je pensais qu'il était l'enfant le plus cool que j'avais jamais rencontré de ma vie, et il s'est avéré qu'il vivait dans la rue. Alors j'ai demandé s'il m'apprendrait à pêcher. Il a dit bien sûr. Puis quelques jours plus tard, nous nous dirigions vers le vieux coin de pêche qu'il fréquentait. Baptiste, mon nouveau pote, fabriquait ses canots à pêche à partir de rien d'autre que des bâtons avec des hameçons et des lignes qu'il pouvait voler à son père. Je pensais que c'était la chose la plus badass de tous les temps. Un gamin de 14 ans attrapant ses propres poissons avec des cannes faites maison. À partir de ce moment-là, j'étais obsédé. Et tout cet été, Baptiste et moi allions pêcher à peu près dès que nous attrapions à sa mère, qui les faisait simplement frire et les servait avec quelques pommes de terre et de la salade. Nous avons passé de bons moments à ce vieux coin de pêche. Mais après un moment, Baptiste a dit qu'il avait trouvé un endroit encore meilleur pour pêcher. C'était une marche plus longue que notre premier lieu de pêche, mais Baptiste a dit que c'était un étang beaucoup plus grand, ce qui signifiait des poissons beaucoup plus gros. Nous sommes donc partis un vendredi après-midi pour le vérifier pour la première fois. Baptiste avait raison. C'était un bien meilleur étang. Le seul problème était que nous ne savions pas que nous empiétions sur le territoire de quelqu'un. Les gens peuvent devenir très grincheux si vous êtes trop près de leur coin de pêche préféré et carrément en colère si vous essayez de les supplanter complètement. Nous étions donc conscients que quelqu'un pourrait venir et avoir un problème avec notre présence, et puis, comme par hasard, il n'a fallu que quelques heures avant que quelqu'un ne le fasse. Nous étions assis au bord de l'étang quand nous avons soudainement entendu quelqu'un crier « Hé, qu'est-ce que vous croyez faire, les garçons ?» Nos têtes se sont retournées et Baptiste et moi avons tous deux vu ce type d'une 50aine d'années, avec une calvitie et un ventre rond, portant un t-shirt noir et un short kaki. Nous lui avons dit que nous pêchions simplement, et il a commencé à demander si nous avions la permission, si nos parents savaient ce que nous faisions. En gros, toutes ces choses pour essayer de nous faire partir. Baptiste a commencé à répondre au type, demandant si notre nouveau coin était sur sa terre, et il a dit non, mais que ce devait être la terre de quelqu'un, et qu'il appellerait les flics si nous ne disparaissions pas. J'étais sur le point de suggérer que nous partions simplement et revenions plus tard ou quelque chose comme ça quand nous avons entendu une autre voix de l'autre côté de nous demandant quel était le problème. Baptiste et moi, nous sommes à nouveau retournés pour voir un deuxième type qui marchait vers nous depuis la direction opposée. Il semblait avoir à peu près le même âge que le gars qui essayait de nous chasser, mais était plus grand, plus mince, et avait les cheveux bien coiffés et portait un cardigan, un peu comme Monsieur Rogers, si Monsieur Rogers portait des lunettes. Le type en colère a commencé à expliquer que nous n'avions aucun droit de pêcher là, surtout sans permis, mais le gars à lunettes a dit que c'était sa terre sur laquelle nous pêchions et que nous avions sa permission d'être là. Je me souviens comment il a dit « Vous pouvez appeler la police si vous voulez, mais je ne pense pas qu'ils apprécieront que vous perdiez leur temps, n'est-ce pas ?» Le type au ventre rond qui tugeoie avait l'air tout décontenancé pendant une seconde, puis s'en est allé en grognant à lui-même sur le fait que les enfants n'avaient aucun respect de nos jours. Maintenant, une fois que le type fut hors de portée d'oreille, nous avons remercié le sosie de Monsieur Rogers d'avoir pris notre défense et aussi de nous avoir donné la permission de pêcher sur sa terre. Il a juste ri et dit « Ce n'est pas ma terre, mais ce type était un con. » Il nous a dit que la limite de sa propriété était à environ 1 demi-kilomètre en arrière, mais qu'il aimait marcher par là à cause de toute la faune et tout. Comme nous étions sur un terrain public, nous devrions déménager si les flics se présentaient. Mais M. Moreau, comme il s'est présenté, nous avait acheté un peu de temps avant que quelqu'un d'autre ne vienne qui trouve une raison de nous ennuyer. Évidemment, nous pensions que M. Moreau était génial, et il semblait très impressionné par les cannes improvisées de Baptiste. Après un bref échange,
Il a continué sa promenade dans la nature, et nous avons juste continué à pêcher. C'était devenu notre lieu de pêche régulier, nous avons visité cet étang plus grand aussi souvent que nous le pouvions cet été-là, et de temps en temps, nous apercevions Monsieur Moreau lors d'une de ces promenades. Au début, tout ce qu'il faisait était de venir nous parler un peu, demander comment les poissons mordaient, ce genre de choses. Mais ensuite, après un moment, il nous voyait, disait bonjour, puis revenait 20 à 30 minutes plus tard avec de la pâtisserie de sa femme ou des canettes de soda froide. Devait être une incroyable pâtissière parce que tout ce qu'il nous apportait était garanti d'être bon. Parfois, il s'arrêtait et mangeait avec nous, profitant du paysage et nous posant des questions. La plupart du temps, nous parlions de rien en particulier, soit de la pêche, soit du football, soit de l'école. Mais puis, un jour, Monsieur Moreau nous a demandé si l'un de nous avait des petites amies. J'avais 12 ans, et Baptiste avait presque un an de plus à 13 ans, et bien que nous ayons connu des béguis très innocents ici et là, nous n'avions pas de petites amies, ou quoi que ce soit de ce genre. Monsieur Moreau a demandé s'il y avait des filles à l'école que nous aimions, et ayant déjà discuté du sujet, Baptiste et moi étions comme « non, pas vraiment ». Monsieur Moreau a ri et nous a dit « Eh bien, ne forcez pas, le monde va vous dire comment vous devriez vouloir toutes sortes de choses différentes, mais la seule chose à laquelle vous devriez prêter attention, c'est ce que votre cœur vous dit. » Plutôt sain, non? Nous le pensions aussi. Je veux dire, nous pensions que Monsieur Moreau était à peu près la personne la plus cool que l'un ou l'autre de nous ait jamais rencontrée. Et ayant grandi sans figure paternelle stable dans ma vie, j'appréciais certainement d'avoir quelqu'un comme ça, surtout quand Baptiste a dû aller rendre visite à des parents hors de la région et que j'ai été laissé seul. Si je voulais aller pêcher, j'avais ma propre canne à pêche, faite maison à ce stade. Donc ce n'était pas comme si je devais demander à Baptiste de me prêter la sienne. J'avais l'habitude de descendre au trou de pêche quand je voulais, de déterrer quelques vers, puis de commencer à attirer le plus gros poisson possible dans les bas-fonds. La pêche était tout aussi amusante qu'avec Baptiste, mais j'avais l'habitude de m'inquiéter d'être seul. J'ai toujours été petit pour mon âge, et avec mon léger bégaiement, les gens qui ne me connaissaient pas très bien avaient tendance à penser que j'étais soit beaucoup plus jeune, soit beaucoup plus bête que je ne l'étais, ce qui faisait naturellement de moi une cible très mûre pour les intimidateurs. Je ne pensais pas que je devais m'inquiéter de cela près du bon vieux coin de pêche, car j'avais tendance à simplement voir Monsieur Moreau lors de ses promenades ou s'arrêtant pour livrer quelques pains au chocolat. Mais puis un jour, Monsieur Moreau s'est arrêté pendant que je pêchais et a commencé à agir un peu bizarrement. Il avait l'habitude de nous poser des questions de temps en temps, juste sur nos vies et autres, et ce jour-là, Monsieur Moreau a commencé à me poser des questions sur ma famille. Je lui ai tout dit, ou du moins presque tout, que j'avais beaucoup déménagé et que j'avais un père et puis un beau-père et puis plus de pères du tout. Il a ensuite demandé si j'aimais vivre avec mon oncle, et j'ai dit que c'était peu importe et que ma mère nous déplacerait probablement à nouveau bientôt. Monsieur Moreau avait habituellement un morceau de sagesse mondaine à offrir, quelque chose qui nous remonterait le moral ou nous aiderait à voir le bon côté des choses, mais quand j'ai dit cette chose sur le déménagement probable bientôt, il n'a rien dit du tout. Il s'est juste levé et est parti sans même dire au revoir. Ce n'était pas du tout comme Monsieur Moreau, mais à l'époque, je me demandais si quelque chose que j'avais dit touchait un peu trop près du confort. J'avais peut-être 12 ans, mais je n'étais pas stupide. Je savais que les adultes s'énervaient pour des choses étranges, ou pas étranges, mais des choses qu'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas m'expliquer. J'ai pensé que c'était soit quelque chose comme ça, soit qu'ils se sentaient coupables d'avoir soulevé un sujet sensible. J'ai remarqué que beaucoup d'adultes te semblaient les montrer de la sympathie pour moi chaque fois que le sujet de la famille était abordé. C'était quelque chose avec lequel je traitais depuis le divorce de mes parents quand j'avais environ 6 ou 7 ans. Donc peut-être que Monsieur Moreau s'est soudainement senti mal et est parti parce qu'il était un peu étouffé. Je dis tout cela parce que j'y ai beaucoup pensé, et je l'ai fait parce que j'avais le temps d'y penser beaucoup, parce que tout ce que j'ai fait après qu'il soit parti était de rester assis là à pêcher pendant encore quelques heures,
avant de finalement appeler ça une journée et de rentrer chez moi. Je suis retourné au trou de pêche après le déjeuner. Et après environ 1 heure assis là, Monsieur Moreau est réapparu. Il m'a salué chaleureusement en approchant. Alors j'ai supposé que toute la gêne d'hier avait été oubliée. Il n'en a pas parlé au début. Il a juste agi comme si cela n'était jamais arrivé, ce qui était honnêtement bien pour moi parce que je ne voulais pas en parler non plus. Il est juste venu, s'est assis à côté de moi et a demandé comment allait la pêche. Nous avons fait la conversation pendant quelques minutes sur la pêche, la météo, ce genre de choses, puis il a dit quelque chose comme « Je veux m'excuser d'être parti comme ça hier ». Je lui ai dit que c'était correct, et il a continué à expliquer que lui aussi avait grandi dans une famille instable. Ma situation lui rappelait un peu trop la sienne, ce qui, comme je l'ai dit, était l'une de mes suspicions initiales. Monsieur Moreau a ensuite dit que la famille n'était pas toujours une question de sang, et que la meilleure partie de grandir était qu'au moins dans une certaine mesure, on pouvait choisir sa propre famille. J'ai supposé que c'était probablement la chose profonde et affirmative qu'il aurait aimé dire la veille, et je l'ai apprécié tout de même. J'ai également apprécié quand il a dit que si je le voulais, je pouvais le considérer comme un membre de cette famille choisie, mais seulement si je le voulais vraiment. Je lui ai dit, bien sûr, et l'ai remercié, mais je savais que c'était une sorte de platitude. Il se sentait juste mal d'entendre un enfant parler du même genre d'enfance qu'il avait traversé, et tout ce qu'il voulait faire était de me faire sentir mieux à ce sujet. Mais comme je l'ai dit, j'avais vécu la même chose, presque toute ma vie. Donc bien que je savais être poli et remercier les gens pour ce qu'ils avaient m'en dit, ce n'était pas comme si c'était un moment de cinéma où j'éclatais en larmes genre « Eh bien, dis donc, monsieur Moreau, est-ce que ça veut dire que vous allez être mon nouveau papa ?» Au lieu de cela, j'ai demandé à monsieur Moreau s'il avait ses propres enfants, et il a dit oui. Il avait 2 filles, mais elles avaient toutes grandi et déménagé, une à la ville et une à l'université. Je pensais avoir trouvé une autre raison pour laquelle il nous aimait tant, Baptiste et moi. Nous étions comme les 2 jeunes fils qu'il n'avait jamais eus. La prochaine fois que je suis allé au trou de pêche, c'était samedi. Baptiste devait revenir de chez ses parents le lundi, donc c'était ma dernière session de pêche en solo pour l'avenir prévisible, et j'étais presque sûr que je verrais monsieur Moreau à un moment donné. Comme c'était le week-end, j'étais là depuis peut-être 1 heure ou plus avant qu'il n'apparaisse, et quand il l'a fait, nous avons fait notre habituelle conversation sur rien et regardant le monde passer jusqu'à ce qu'il se tourne et me pose une question. Il m'a demandé si j'avais réfléchi à ce qu'il avait dit sur une famille choisie, et j'ai dit bien sûr, un peu. Il m'a ensuite demandé si j'aimais l'idée qu'il soit une sorte de figure paternelle pour moi. Et bien que j'ai dit, bien sûr, je suppose, ce n'était pas entièrement par courtoisie. J'aimais bien monsieur Moreau et Baptiste aussi. Et bien que toute cette histoire de famille choisie me semblait un peu ringarde, je pensais que ça venait d'un bon endroit. Alors j'ai pensé que je ferais bien de jouer le jeu. Mais ensuite, monsieur Moreau a recommencé à agir étrangement. Il m'a dit que le lien de la famille venait avec un certain type d'amour, et je me suis juste assis là à me demander où il voulait en venir. Puis il a continué en disant qu'au cours des semaines précédentes, il avait développé des sentiments d'amour familial, et qu'il se demandait si ces sentiments étaient réciproques. Il a parlé vraiment comme ça au début. Et je suppose que parce qu'il tournait autour du pot, mais je pense qu'il a dû voir l'expression sur mon visage et a pensé que c'était parce que je ne le comprenais pas. Parce que l'instant d'après, il m'a simplement demandé directement si je l'aimais. Il y a eu une brève pause avant qu'il ne précise que c'était de cet amour familial dont il parlait. Et je me souviens lui avoir donné un trait réticent. Bien sûr, je suppose. Mais il n'avait pas fini. C'est à ce moment que je pense que monsieur Moreau était un autre de ces adultes qui pensaient que j'étais un peu lent à cause de la façon dont il me parlait. C'était comme s'il parlait à un enfant beaucoup plus jeune, ou peut-être à un enfant avec un trouble d'apprentissage ou quelque chose comme ça. 12 ans n'est pas 18 ans, mais j'étais quand même du genre « Pourquoi me parle-t-il comme ça ?» Je savais que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais tout simplement pas voir exactement ce qui se passait,
pas jusqu'à ce que Monsieur Moreau se touche parfois l'une l'autre comme moyen d'exprimer cet amour, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir vraiment mal à l'aise. Monsieur Moreau s'est rapproché un peu de moi, et je me souviens avoir senti mon corps se tendre alors qu'il le faisait. J'ai réalisé où il allait et ce qu'il essayait de faire, et cela m'a donné l'impression que ma peau allait ramper hors de mes os. Monsieur Moreau a ensuite demandé d'une voix tremblante s'il pouvait me toucher comme moyen d'exprimer son amour, et au moment où il a terminé sa phrase, je me suis levé et suis parti sans dire un mot, tout comme il l'avait fait la veille. Je me souviens avoir marché jusqu'à la maison de mon oncle, et au risque de paraître trop dramatique, c'était presque comme cette partie du début de « Il faut sauver le soldat Ryan ». Si vous connaissez ce film, vous souvenez-vous de la partie où Tom Hanks vient de s'asseoir sur la plage et il a une sorte d'épisode où ses oreilles bourdonnent et tout semble très loin? C'est honnêtement ce que ça faisait de rentrer chez mon oncle. Je me sentais juste un peu engourdi, comme si j'étais tellement pris dans mes propres pensées que tout le reste semblait loin ou comme une sorte de bruit de fond. Je suis entré dans la cuisine par la porte arrière qui était maintenue déverrouillée pendant la journée pour que je puisse entrer et sortir à volonté. Et j'ai marché droit devant ma mère et jusqu'à la chambre d'amis sans même la regarder, et cela lui a donné un indice qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, elle m'a suivi et m'a posé quelques questions. Et puis, tout est sorti de moi avec beaucoup de larmes. Je pense que l'une des pires choses à ce sujet était que j'étais assez âgé pour comprendre réellement ce qui se passait. C'est une pensée terrible, mais je suppose que certains enfants sont touchés si jeunes que cela devient une sorte de souvenir refoulé. Je ne suis pas psychologue, mais je sais que c'est une chose. Mais ce n'était évidemment pas le cas avec moi. Et la seconde où M. Moreau a mentionné le toucher après m'avoir demandé si je l'aimais, ma première pensée était essentiellement « Oh mon Dieu, M. Moreau est un prédateur ». Je n'étais pas confus quant à ses intentions, même s'il essayait de mettre un masque si innocent sur une chose si laide, et honnêtement, cela m'a absolument détruit. C'était l'idée que quelqu'un de si gentil, si apparemment gentil de toute façon, puisse avoir des intentions si viles, et qu'il puisse être si rusé à ce sujet. Je veux dire, il nous avait lentement, régulièrement et patiemment manipulés pendant presque 2 mois entiers. Il avait travaillé à gagner notre confiance, attendant le bon moment, et puis quand il a entendu que ma mère et moi déménagions beaucoup, et peut-être couplé à une supposition que j'étais un peu lent, M. Moreau a jugé que j'étais la cible parfaite. Il avait tort, bien sûr, et je me suis échappé avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, mais simplement le fait qu'il me considérait comme une cible était quelque chose que je trouvais incroyablement troublant et bouleversant. Maintenant, c'était à la fin des années 1970, et honnêtement, je ne suis pas sûr de quel genre de réaction cela obtiendrait maintenant, mais après que j'ai tout raconté à ma mère, elle l'a dit à mon oncle. Et quand mon oncle a informé le shérif local, ils ont fait quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était parce que je ne pense pas qu'ils aient jamais officiellement arrêté M. Moreau. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, on m'a dit que je n'avais plus à m'inquiéter de lui et qu'il avait déménagé quelque part très loin. On nous a dit qu'il était sûr de retourner au bon trou de pêche sans aucune crainte de voir le vieux M. Moreau se promener dans son cardigan et avec un panier de pâtisserie de sa femme. Mais cela n'a pas eu l'effet désiré parce que je n'étais pas soulagé d'apprendre que nous ne le reverrions jamais. J'étais en fait dévasté. Baptiste était tout aussi choqué que moi de découvrir ce qu'était M. Moreau, mais sa réaction reflétait la mienne à bien des égards. Nous étions dévastés à l'idée que nous ne le reverrions plus, mais pas parce que nous regrettions vraiment ce type, mais parce que nous avons réalisé que M. Moreau n'avait jamais vraiment existé en premier lieu. Du moins, pas de la façon dont il s'était présenté. Mais nous savions que le monsieur Moreau qui nous soutenait, qui nous apportait de la nourriture et qui nous donnait des conseils de vie, nous manquerait. Seulement, la vérité brutale était que la version de monsieur Moreau que nous avions appris à connaître était un mensonge. Une personne imaginée par un prédateur incroyablement dangereux, dont le but était de nous bercer dans un faux sentiment de confiance et de sécurité.
Quand la vérité était devenue claire, cela a changé la façon dont je pensais aux adultes pendant longtemps. Je suppose que vous pourriez appeler cela notre perte d'innocence. L'été où Baptiste et moi avons réalisé que le monde était beaucoup plus sombre qu'il ne semblait. J'ai entendu des évangélistes à la radio parler du diable. Comment il ment, comment il trompe, comment il vous fait croire qu'il est votre meilleur ami avant de se retourner et de montrer son vrai visage. Si c'est le cas, alors je pense que je l'ai rencontré, et son nom est Monsieur Moreau.